Bonjour à tous, c'est Martin Hirsch. Merci de vous être connectés pour le quatrième webinaire que nous organisons. Les trois premiers ont été exclusivement vaccination. Celui-là va être mixte, une demi-heure sur tout ce que vous aimeriez savoir sur les nouveaux variants, une demi-heure sur tout ce que vous aimeriez connaître sur la vaccination. Dans les deux cas, il y a du neuf à partager. Et la suite avec Catherine Pogam. Bonjour à tous et à toutes. Catherine Pogam. Un grand merci à nos intervenants du jour pour les thématiques évoquées. Aujourd'hui, on est avec Vincent Calvez, virologue, Xavier Lescure, infectiologue, et puis nos consultants habituels en matière de vaccins et que je remercie pour leur présence fidèle. Odile Launay, Jean-Daniel Delièvre. Et puis Sandra Fournier et moi qui assurons aussi une partie de la présentation. Donc, sans plus attendre, je vous propose qu'on passe à la première partie de ce webinaire, donc consacré aux nouveaux variants. On a choisi de vous présenter ça, de faire intervenir un duo avec Vincent Calvez, virologue, et Xavier Lescure pour la partie infectiologue. Ils ont chacun un certain nombre de questions. Les premières questions pour Vincent seront des questions autour de pourquoi ce virus mute-t-il? Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'on sait comment ça se passe en France? Et est-ce qu'il y a des raisons de penser que ça peut changer l'efficacité du vaccin? Et puis, on verra des questions plus cliniques avec Xavier. Vincent, tu as la parole. Et encore merci d'avoir accepté cette intervention. Merci Catherine. Bonjour à tous. Je vais essayer de faire un exposé très court et très général pour ouvrir à la discussion si vous avez bien entendu des questions après. Diapositive suivante. Alors, si on reprend les choses simples, qu'est-ce qu'on peut dire? Le SARS-2, c'est un virus à ARN. Ça veut dire que le centre de la particule, le génome viral, c'est de l'ARN et ce n'est pas de l'ADN. Un virus, c'est pas un organisme vivant au sens propre du terme, mais c'est simplement pour nous un génome en fait qui se réplique, qui se multiplie et qui va infecter d'autres sujets et d'autres cellules. On est face à un virus ARN. Les virus ARN sont en général plus variables génétiquement que les virus à ADN, beaucoup plus. Alors celui-là n'est pas le plus variable, VIH est beaucoup plus variable que celui-là, mais il est quand même plus variable que des virus ADN. Donc ce n'est pas une très grande surprise, vous voyez qu'on assiste à une évolution génétique de ce virus au cours du temps, puisque ça fait maintenant plus d'1 an que cette épidémie est sur la surface de la Terre. Donc ce qu'on voit actuellement est tout à fait logique, était tout à fait attendu. Alors, les changements génétiques, c'est quoi? Les changements génétiques dans un virus, ça peut être des mutations ponctuelles qui sont introduites dans la séquence du génome, ça peut être des délétions, on enlève une partie du génome, des insertions, il y a des morceaux d'ARN qui se mettent à certaines places dans le génome, et des recombinaisons. Des recombinaisons, c'est très important, c'est des échanges de matériel génétique entre deux virus différents. Alors, vous vous souvenez que ces changements génétiques apparaissent au hasard, ce n'est pas quelque chose qui force le changement génétique, c'est le changement génétique apparaît d'abord et ensuite il est favorisé parce qu'il y a un antiviral, par exemple, une pression vaccinale, une adaptation à l'homme. Donc, en fait, il va y avoir des changements génétiques tous les jours qui vont se produire des milliards de fois, puisqu'il y a plein de gens qui sont infectés à la surface de la Terre, et à la faveur de certaines pressions qui sont adaptation à l'homme, de plus en plus importantes, capacité de réplication augmentée, transmissibilité accrue, échappement vaccinal et échappement à un antiviral. Donc c'est pour ça en fait que ça évolue actuellement de plus en plus rapidement. Et la capacité de sélection de changements génétiques est temps dépendant et aussi liée au niveau de réplication du virus. Diapositive suivante. Alors si on prend la structure virale très simplifiée, on va s'intéresser surtout ici à ce qu'on appelle la spike, c'est-à-dire que c'est une glycoprotéine de surface qu'on appelle S ici. Vous avez ici une représentation schématique des 3 variants, donc des 3 souches qui nous préoccupent actuellement, enfin pas qui nous préoccupent, mais qui diffusent actuellement sur la planète, avec le variant sud-africain, le variant UK pour l'Angleterre et le variant Brésil pour le Brésil. Vous voyez la carte du monde ici, avec plein de variants qui circulent dans le monde, dans tous les sens. Tout ça est tout à fait normal, tout ça était tout à fait attendu. Et pour vous donner une image, vous voyez, dans le VIH, on est à peu près à une 130 ou 140 maintenant
variants de VIH qui circulent dans le monde. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire à voir ce qu'on voit aujourd'hui. Diapositive suivante. Alors, les mutations dont on parle actuellement, il y en a plusieurs. Il y a des mutations qui vont avoir pour rôle d'augmenter la transmission du virus en facilitant en fait l'accrochage de la protéine S qu'on a vu tout à l'heure, qu'on appelle spike ici, sur le récepteur cellulaire qui est la protéine AC2. Alors, vous voyez, quand on regarde où sont toutes ces mutations qu'on décrit actuellement sur les variants, elles sont justement dans cette zone de jonction où la protéine S du virus va venir se coller sur le récepteur cellulaire. Et vous allez avoir donc une mutation dont vous allez pas mal entendre parler dans les prochains jours, qui s'appelle la mutation 501Y, qui est présente sur les 3 variants dont on parle actuellement et qui en fait favorise l'entrée du virus dans la cellule. C'est vraiment une mutation qui va favoriser. Et c'est pour ça en fait que ce virus est plus transmissible. C'est qu'à la même quantité de virus, eh ben, vous pouvez vous infecter plus facilement. Suivante. Alors ensuite, quel est l'impact potentiel sur la réponse à un vaccin ou à des anticorps neutralisants? Alors, les anticorps neutralisants, c'est ce que les sujets développent après, par exemple, une infection. Ils développent des anticorps qui sont là pour empêcher le virus d'entrer dans l'organisme. Ou alors, après une vaccination, on développe aussi des anticorps pour empêcher le virus d'entrer dans l'organisme. Alors, quand on regarde où se fixent ces anticorps neutralisants, vous voyez sur ce petit schéma simplifié, ils viennent se fixer en fait sur la protéine S qui est à la surface du virus. Et quand ils sont fixés sur cette protéine, le virus ne peut plus entrer dans la cellule. Oui. Alors, quand on regarde ce qui se passe sur le variant anglais, celui qui est bien plus prédominant actuellement, je vous montrerai les chiffres tout à l'heure, en fait, il n'y a pas d'impact. Hein, c'est clair, ça a été publié, ça a été retrouvé ici aussi à la Pitié-Salpêtrière. Il n'y a pas d'impact des mutations du variant anglais classique sur la sensibilité à la fois au vaccin Pfizer et à la fois chez les sujets qui ont déjà fait une forme Covid auparavant. Ce qui est nouveau, c'est des nouvelles mutations qui apparaissent, tout à fait logique, puisqu'une partie de la population étant immunisée, le virus essaye de se faufiler au travers de tout ça. Et il y a une mutation qu'on appelle 484, en position 484 de la protéine S, qui semble peut-être, hein, on est en train de le vérifier, c'est discuté dans pas mal de labos actuellement, peut-être diminuer un peu la protection des anticorps neutralisants, mais il faut plus de données pour pouvoir vraiment trancher sur cette question, mais on pourra y discuter tout à l'heure. Suivante. Et enfin, et c'est ma dernière diapo, où on en est dans les enquêtes nationales. Vous savez que partout en France, on étudie la diffusion du variant anglais, en tout cas de façon importante. Donc, il y a des chiffres un peu discordants qui circulent sur la dernière enquête flash, mais en gros, il y a à peu près 3 semaines, on était à 3% de variants anglais qui circulaient globalement sur notre territoire. Maintenant, on est entre 15 et 20%, on va dire ça. En tout cas, on est à 15% à la PHP et sur le niveau national, entre 15 et 20, mais c'est en gros un ordre d'idée. Donc, vous voyez qu'on est passé quand même de 3 à 15, en gros. Et quand on regarde la diffusion du variant sud-africain, pour l'instant, on est beaucoup plus bas, puisqu'on est à peu près à 1 à 2% dans la surveillance nationale, y compris à Paris, à la PHP. Voilà. Et bien sûr, il y a d'autres variants qui apparaissent, puisque plus on séquence, plus on les trouve. Donc actuellement, à Paris, il y a aussi du variant ivoirien qu'on est en train de caractériser, mais il y a d'autres variants aussi qui sont décrits par certains de mes collègues. Voilà, j'ai fini pour ma partie. Merci beaucoup, Vincent. Je vous propose qu'on enchaîne avec des questions pour Xavier Lescure, donc sur la clinique. On commence par la première question, Xavier. Merci de ta présence. Est-ce que ces variants sont plus contagieux? Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir des certitudes sur ce qui se passe avec les nouveaux variants. Mais en gros, il semblerait, il y a des données qui se recoupent, qui évoqueraient la possibilité d'une augmentation de la transmissibilité concernant ces nouveaux variants qui serait d'environ de 1,5 fois plus. C'est-à-dire, en gros, il y a une augmentation de la transmission de l'infection de 50%, et qui pourrait, en théorie, s'expliquer, même si ces données sont difficiles à mesurer sur le terrain, puisque à chaque fois, on est gêné par des facteurs de confusion comme le contexte de circulation épidémique avec des contrôles qui peuvent être différents en fonction des endroits où on se trouve. Je vous rappelle que ces variants ont émergé dans des pays où les conditions de restriction n'étaient pas optimales. Mais en gros, il y a un rationnel physiopathologique puisque les principales mutations
aujourd'hui qui sont concernés par ces variants ont lieu sur le gène, sur la partie du gène qui code pour cette fameuse protéine spike, sur la spicule, et c'est avec cette spicule que le virus va adhérer à la cellule par le récepteur spécifique. Donc, il n'est pas illogique que ces variations donnent une meilleure affinité du virus pour la cellule réceptrice. Ok. Et est-ce que une fois un individu est infecté, est-ce que c'est associé à une forme plus grave? Alors ça, c'est effectivement également un des sujets, un des points de vigilance qui n'est absolument pas stabilisé. Les données sont encore plus difficiles dans les circonstances dans lesquelles sont ces pays, comme en Angleterre ou comme en Afrique du Sud, où les systèmes de soins sont extrêmement sollicités, voire saturés au Royaume-Uni. C'est difficile de faire la part des choses entre les systèmes, les saturations des systèmes et le niveau de sévérité, toutes choses égales par ailleurs, des patients infectés par ces nouveaux variants. Donc les données sont contradictoires, elles doivent être encore affinées. Il y a un signal pour plus de capacité réplicative, et ça Vincent pourra nous le confirmer, ce qu'on appelle le fitness, la capacité spontanée à se répliquer, qui pourrait éventuellement être liée à la virulence, mais pas forcément, c'est-à-dire qu'en général, la virulence et la sévérité de la maladie est beaucoup plus liée, au-delà de l'inoculum, à la génétique de l'hôte, à l'immunité, et on le voit bien avec ce fameux relargage cytokinique ou orage cytokinique ou réaction inflammatoire. C'est elle qui fait la gravité, ce n'est pas tant l'intensité de la réplication virale. Même si ça peut être lié dans certaines situations. Et encore une fois, sur les données qu'on a, soit au niveau du Royaume-Uni, où il y a un petit signal, mais le système de soins est vraiment saturé, ou en Afrique du Sud, où il est vrai qu'on a mesuré une augmentation du nombre de décès en une semaine, plus de 100 000 décès d'augmentation, mais c'est très descriptif et ça doit être encore confronté à des données beaucoup plus analytiques. Donc, c'est une question, mais malheureusement, à ce jour, nous n'avons pas la réponse. Ok. Petite question sur les suivantes, sur les personnes plus sensibles. Est-ce qu'il y a des individus qui auraient des raisons d'être plus sensibles? Alors, a priori, non, même si on ne sait pas tout. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à ça, il y a des sujets qui vont être plus sensibles à être des lieux d'émergence de résistance. Et probablement que ces nouveaux variants ont vu le jour chez des sujets immunodéprimés, profondément immunodéprimés, où on sait que la réplication du virus est probablement, si ce n'est plus intense, plus prolongée, et où ces échanges dont parlait Vincent, entre le système immunitaire ou des interventions de type thérapeutique, antiviraux, mais surtout plasma de convalescence, c'est-à-dire qu'on va induire une espèce de pression au virus qui, sur une période de temps plus prolongée que la situation classique d'un Covid aigu chez un patient immunocompétent, va générer un échappement du virus par rapport à la pression qu'on lui inflige. Donc, on pourrait répondre de cette façon. Et ça, c'est l'infectiologie. Et un des effets collatéraux positifs, entre guillemets, de cette Covid, c'est que les gens prennent conscience que l'humain est dans un monde vivant avec ses interactions. Et donc, on parle d'adaptation, d'évolution. Mais ce que dit Vincent, et il l'a rappelé, ce sont des évidences pour le monde vivant qui est en interaction permanente avec l'humain qui est dans cet écosystème. Et c'est la même chose pour les bactéries et pour les bactéries résistantes, dès qu'on intervient, sachant qu'il peut aussi y avoir un échappement vis-à-vis du système immunitaire. Donc, dès qu'on met du plasma de convalescent ou la piste très intéressante théorique des anticorps, soit monoclonaux, soit polyclonaux, va induire une pression et va induire un risque d'échappement. Et puis, aujourd'hui, et c'est une situation qui, une fois que l'émergence se sera généralisée,
et on aura probablement oublié dans quelques mois la notion de variant anglais ou sud-africain. Aujourd'hui encore, les sujets les plus sensibles à ces nouveaux variants, c'est ceux qui ont voyagé dans ces pays ou qui ont été en contact avec des voyageurs. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles les frontières ont été fermées. Ok, merci. La dernière question, peut-être un petit peu plus rapidement, mais qui correspond à une inquiétude. Est-ce que le fait d'avoir déjà eu la Covid me confère une protection contre ces nouvelles souches? Alors, plus rapidement, je vais essayer, parce que c'est une vraie question. Et je vous dirais que ça dépend du variant. Pour l'anglais, pour le variant du Royaume-Uni, il n'y a pas beaucoup d'inquiétude sur la capacité des gens qui ont… D'ailleurs, on pourrait poser la question aussi pour l'immunité acquise par une vaccination. Hein. Mais en gros, puisque c'est à peu près la même chose aujourd'hui avec les vaccins qu'on a à disposition, mais en gros, le variant du Royaume-Uni n'échappe pas a priori à l'immunité soit naturelle issue d'une infection, soit vaccinale issue d'une vaccination. Il y a plus d'inquiétude, voire des éléments qui me laissent à penser que le pouvoir neutralisant est amoindri en face des variants sud-africains et brésiliens, ce qui est un point de vigilance majeur puisqu'il y aurait un échappement à l'échelle populationnelle. Il y a eu l'histoire de Manos en Amazonie qui est assez préoccupante, puisqu'ils étaient arrivés à un taux de prévalence à plus de 70%, qui pourrait conférer une immunité de population. Et ils sont aujourd'hui soumis à ce nouveau variant brésilien, à une réémergence de l'épidémie avec des patients qui font des réinfections. Voilà, donc une année 2021 qui se profile avec des signaux d'alerte, pas tant sur la sévérité, mais sur la capacité du virus à rediffuser malgré une immunité initiale. Ok, alors on a un petit merci beaucoup. Si vous pouvez rester Vincent et Xavier en ligne, pas trop loin. On a un petit impératif avec nos orateurs et donc en fait je vais passer tout de suite la parole à Odile Launay sur le point sur les nouveautés en termes de vaccination pour pouvoir te libérer par la suite. Merci Odile d'être encore une fois présente. Merci Catherine, bonjour à tous. Donc, les informations arrivent tous les jours concernant les vaccins, donc c'est intéressant mais parfois difficile à suivre. Donc, je vais dans les 2 diapos qui viennent présenter les principales informations qui concernent en premier lieu le vaccin d'AstraZeneca qui a obtenu donc une autorisation de mise sur le marché conditionnelle le 29 février 2021. C'est donc une technologie, une plateforme différente puisque ce n'est plus un vaccin ARN comme les 2 premiers qu'on avait jusqu'à présent, mais c'est un vaccin qui utilise un vecteur viral qui est ici un adénovirus du chimpanzé avec des données qui montrent une efficacité qui est de l'ordre de 62 à 70%, donc un peu moindre que celle qu'on a avec les vaccins ARN messagers. La limite principale de ce vaccin, c'est qu'il y a très peu de données parce qu'ils ont été peu inclus en nombre dans les essais cliniques chez les personnes de plus de 65 ans. Et donc, les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui ont été annoncées il y a 2 jours précisent que ce vaccin va permettre la vaccination des personnes entre 50 et 64 ans, en commençant avec celles qui ont des comorbidités, donc les comorbidités identifiées comme les mettant à risque plus élevé de faire des formes sévères, et également la vaccination des professionnels du secteur de la santé et du médico-social de moins de 65 ans. Donc, on a des informations, je pense, sur lesquelles on va revenir, que ce vaccin va être mis à disposition très rapidement, avant la mi-février. La diapositive suivante. Alors, on a eu d'autres informations sur des vaccins qui ne seront pas disponibles tout de suite, mais avec des informations qui sont très importantes. D'une part, des informations concernant le vaccin Novavax. Donc, Novavax, c'est un vaccin développé aux États-Unis qui a présenté donc, le 28 janvier sous la forme d'un communiqué de presse ces informations. C'est donc une nanoparticule qui utilise une
protéine recombinante. On est toujours sur la protéine spike du virus à des doses relativement faibles, donc qui va permettre probablement de produire un nombre important de doses et qui est associé à un adjuvant qui est la propriété de cet industriel qui s'appelle la matrix M et qui utilise la saponine. Dans cet essai, donc, le vaccin a été administré avec 2 doses à 3 semaines d'intervalle et les résultats sont intéressants puisqu'ils montrent une efficacité proche de 90%, avec une efficacité qui est meilleure sur les virus non variants, mais qui reste tout à fait satisfaisante sur le variant, qui est essentiellement, de ce qu'on peut comprendre dans leur communiqué de presse, le variant anglais. On a eu aussi des informations concernant le vaccin Janssen. Donc Janssen, c'est également un vaccin vectorisé. Ce n'est pas le même vecteur que pour AstraZeneca, puisque ici, l'adénovirus 26. Ils ont communiqué donc le 29 janvier et l'originalité, si on peut dire, de leur essai, c'est qu'ils ont évalué la possibilité de vacciner avec une seule dose de vaccin. Et donc, vous avez les résultats sur la diapositive. Sur l'ensemble de l'essai, leur efficacité est de 66%, avec une différence en fonction des sites participants à l'essai, probablement 100% aux États-Unis, 66% en Amérique du Sud et 57% en Afrique du Sud. Donc, on a une évaluation indirecte de l'effet des vaccins sur les variants circulants. Et donc, a démarré depuis maintenant quelques semaines un deuxième essai de phase 3 qui évalue cette fois-ci 2 doses du même vaccin à 8 semaines d'intervalle. Et donc, la France participe à cet essai versus placebo avec des inclusions qui ont démarré en France depuis lundi. Et puis, on a eu donc les résultats publiés cette fois-ci dans le Lancet du vaccin développé par l'Institut Gamaleya en Russie, donc le vaccin Sputnik V, publié donc dans le Lancet. L'originalité de leur approche, c'est qu'ils utilisent 2 vaccins vectorisés différents pour s'affranchir des possibilités de l'immunogénicité induite contre le vecteur. Donc là aussi, c'est 2 doses à 21 jours d'intervalle et ils font état d'une efficacité élevée à 91%, avec peu de données chez les plus de 60 ans, mais quand même suffisamment de données qui laissent penser que l'efficacité va être acceptable et proche de l'efficacité sur la population globale chez les plus de 60 ans. Alors, j'ai mis ici que le dossier était entré en évaluation à l'EMA. En fait, j'ai été un peu vite, c'est en discussion au niveau de l'EMA pour évaluer la qualité du produit et la qualité des données. Et il y a une dernière diapositive qui est un sujet sur lequel on a beaucoup de questions, qui est en fait la vaccination des personnes qui ont déjà fait le Covid. Donc, ce sont des recommandations qui, pour l'instant, ne sont pas officielles, hein, donc il faut les prendre comme telles. C'est des recommandations qui ont été proposées par le groupe vaccination de la Société de pathologie infectieuse de langue française, et donc qui ont proposé que pour des personnes immunocompétentes qui ont fait une infection par le SARS-CoV-2, elles sont très probablement protégées par l'immunité post-infectieuse et donc ne devraient pas être prioritaires dans les 6 mois qui suivent leur infection, puisqu'on est aujourd'hui dans une situation où on manque de doses. Toujours en raison de la priorisation des doses vaccinales, il apparaît rationnel chez ces personnes de ne proposer qu'une seule dose, d'autant plus qu'il y a maintenant des données qui semblent montrer que quand on a déjà été infecté, on obtient avec une dose de vaccin une réponse immunitaire tout à fait satisfaisante, qui est au moins comparable à celle qu'on obtient avec 2 doses chez des gens naïfs, et d'autre part qu'il y a probablement plus de réactogénicité lorsqu'on vaccine des personnes qui ont déjà fait le Covid, a fortiori si c'est un Covid symptomatique. Pour ce qui est des personnes qui ont une immunodépression, celles-ci, on propose que le vaccin reste avec 2 doses, avec potentiellement une moins bonne réponse dans ces populations. Et puis, il y a la question aussi des personnes qui ont, dans les suites de la première dose, un Covid documenté avec une PCR positive et qui n'ont pas encore reçu la deuxième. Et donc, on s'est positionné pour ces personnes-là
de ne pas recevoir la deuxième dose en priorité, toujours pour des questions d'accessibilité au vaccin, puisqu'en fait, on a des données dans les essais cliniques où ont été vaccinées des personnes avec une PCR positive, mais ça ne semble pas prioritaire d'administrer la deuxième dose à ces personnes-là. Voilà, dans les nouveautés qui sont, je pense, les plus importantes actuellement. Merci beaucoup, merci Odile. Je vous propose que on revienne peut-être sur un certain nombre de points là qu'on avait passés. J'ai peut-être quand même en profiter pour poser une ou deux questions pendant que Odile est là. On avait des questions sur quand est-ce que le vaccin Sputnik sera disponible en France et au niveau de sa sécurité. Tu as partiellement répondu puisque l'évaluation de la sécurité, c'est le travail des agences européennes de mise sur le marché avec les données. Mais du coup, quand est-ce que le vaccin sera-t-il disponible? Tu peux nous rappeler les délais qu'il faut entre peut-être un début de commencement d'évaluation au niveau de l'agence européenne et en combien de temps après il faut pour que, éventuellement, si le dossier est jugé satisfaisant, la molécule apparaisse sur le marché? Alors, il y a deux questions. Il y a effectivement l'évaluation par l'EMA des données à la fois en termes de qualité du vaccin et en termes de données disponibles sur son efficacité. Donc là, c'est au minimum 1 mois. Et d'autant plus que, à ma connaissance, le dossier n'a pour l'instant pas été déposé. Et la deuxième question, qui est aussi que ce vaccin-là ne fait pas partie des 6 vaccins qui ont été préachetés au niveau de l'Union européenne. Donc, comme vous le savez, jusqu'à présent, les achats de vaccins et les commandes de vaccins sont décidés au niveau de l'Union européenne. Donc, il y a en fait ces deux aspects-là, je pense qu'il faut avoir en tête avant de savoir quand on aura le vaccin. Ok, et puis là, une question aussi en tant que spécialiste des aspects de vaccination, une question qui est assez pointue. On sait que sur AstraZeneca, il y avait 2 protocoles qui étaient susceptibles de donner des résultats en termes d'efficacité différents potentiellement, avec notamment un protocole demi-dose, puis pleine dose efficace. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire pourquoi finalement on a choisi le protocole 2 doses pleines efficaces? Alors, en fait, il se trouve que la demi-dose qui avait été administrée, c'était en fait involontaire. Donc, leur schéma, c'est 2 injections pleine dose. Et les éléments, et ça va être très prochainement publié, les éléments disponibles laissent penser que ce n'est pas la demi-dose qui explique la différence d'efficacité, mais plutôt l'espacement entre les 2 doses de vaccin. Donc, ils ont fait un gros travail sur ce point-là. Avec finalement donc un vaccin qui a une autorisation de mise sur le marché avec un intervalle de 4 à 12 semaines, mais probablement que c'est un intervalle un peu plus long que 4 semaines qui est le plus intéressant en termes de protection. Très bien. Ouais, Jean-Daniel, c'est ça, hein? Oui, l'intervalle va être de 9 à 12 semaines pour ce vaccin. Oui, c'était aussi une des questions qui a été posée, donc la réponse est donnée. Merci beaucoup, Odile. Je sais que tu dois nous quitter. On va enchaîner, je vous propose du coup, pour garder une cohérence avec un petit peu les points d'actualité et comment l'actualité médicale qui a été évoquée par Odile Launay se traduit dans notre quotidien et l'impact sur les politiques vaccinales. Et puis, ça va nous laisser par la suite une grande possibilité de réponse aux différentes questions. Donc, les points sur la vaccination, on est là actuellement en vaccination, c'est le dernier tableau de bord de la semaine. Donc, on est à vacciner quasiment 47 000 personnes, globalement avec, pour faire simple, un tiers de patients, un tiers de personnel APHP et un tiers de professionnels de santé non APHP. Ça, c'est les premières injections. Et on est environ un peu plus de 4000 secondes injections. Les secondes injections, elles ont majoritairement démarré cette semaine, puisque la semaine dernière, elles étaient assez peu fréquentes. Et pour mémoire, ce qui permet de répondre à une des questions qui était posée aussi, le schéma vaccinal validé est bien celui d'une deuxième dose à 21 jours pour les résidents des EHPAD et des USLD
et une deuxième dose à 28 jours pour les autres catégories de personnes vaccinées. Donc, on est cette semaine à la PHP clairement dans la réalisation de nos secondes doses. Les doses sont là. C'est des doses Pfizer, hein, donc c'est les mêmes doses qui ont servi à faire la première vaccination. On va prendre la diapositive suivante. Et cette semaine a été marquée pour nous à la PHP avec le fait qu'on a dû mettre temporairement en arrêt les primo-injections dans nos établissements de santé, en utilisant le vaccin Pfizer en raison de la priorisation de ces secondes doses. Pour la semaine et les semaines à venir, on sait que ces secondes injections avec le vaccin Pfizer vont se poursuivre, donc de façon à, encore une fois, qu'il y ait une similitude entre la première et la deuxième injection. Et puis, comme vous l'a dit Odile, la grande nouveauté, c'est donc l'arrivée du vaccin AstraZeneca. Alors, on a écrit courant février, on a pas mal de variations. On pensait que ça serait plutôt en début de semaine. Peut-être que ça va s'avancer progressivement et qu'on devrait le recevoir en gros d'ici la fin de la semaine ou dans le week-end. Et le point qui est important pour ce vaccin, c'est que d'abord, il s'agit d'un vaccin qui est tout prêt. C'est un multidose, donc c'est un flacon qui contient 10 doses, mais il n'y a pas de reconstitution à faire. Premier point important. Deuxième point important, c'est un vaccin qui se conserve au frigo, pour faire simple, et donc qui va considérablement alléger la logistique de livraison. Ce qui a été décidé, c'est que ce vaccin soit pour l'instant livré dans les établissements de santé, avec une logique qui est qu'à ce stade, la quantité de vaccins disponibles est encore, j'allais dire, en lancement, donc reste encore pas énorme. Alors, on a des chiffres très variables, mais l'idée générale, c'est qu'on serait autour de 400 à 500 000 doses qui arriveraient dans un premier temps, dont 80 000, un peu plus de 80 000 pour l'Île-de-France. Le point majeur, c'est qu'avec ce vaccin, et ça a été précisé par l'HAS, donc le 2 février, ce vaccin va permettre de vacciner tous les professionnels de santé et du médico-social, en l'occurrence qu'ils soient pour nous AP ou hors AP, pour toute personne de moins de 65 ans, ce qui veut dire que l'arrivée de ce vaccin permet l'accès à la vaccination pour tous les personnels hospitaliers à partir dès qu'il va être disponible. Donc, la barre qu'on avait jusque-là, qui était des professionnels de plus de 50 ans, est donc maintenant révolue, et avec un accès à la vaccination pour la totalité des professionnels de santé, ou du médico-social, AP ou hors AP. Donc, avec une priorité pour les personnes avec des comorbidités. Et donc, en pratique, comme on n'a pas encore complètement, d'un point de vue très, très pratico-pratique, on n'a pas complètement encore les dates d'arrivée et les doses qui vont être attribuées d'une part à la GEF et puis ensuite à nos établissements. Bien, évidemment, c'est cette quantité de doses qui va être évolutive dans le temps et qui devrait être rapidement croissante, qui va permettre de définir les possibilités de vaccination au jour le jour et semaine par semaine. Donc, on a fait le point avec les comités de pilotage vaccination ce matin. Et donc, au sein des GH et sur les sites, les professionnels seront informés progressivement des modalités d'accès à ce vaccin, à la fois sur les dates à laquelle et sur les modalités de rendez-vous, et aussi sur, vous l'avez compris, les façons dont les sites vont mettre en place l'accès à cette vaccination en fonction des doses qui seront disponibles. Et donc, ça va être le travail des comités de pilotage de mettre en place ces modalités et d'en assurer une
une information large aux différents personnels sur chaque site. Donc voilà les points pratico-pratiques qu'on voulait voir avec vous. Et puis je vous propose qu'on attaque quelques questions. Je regarde un peu. Il y avait des questions sur les variants, peut-être, qui étaient des questions, je pense, qui sont peut-être plus pour Sandra. Sur la protection. Et notamment sur la protection voilà, en milieu professionnel. Qu'est-ce que la présence de ces variants change ou ne change pas? Bonjour à toutes et tous, Sandra Fournier. Donc, en effet, la bonne nouvelle, c'est que les mesures de protection sont efficaces pour limiter la transmission de ces nouveaux variants. En revanche, comme ils sont plus contagieux, on l'a vu précédemment, il faut les appliquer avec encore plus de rigueur que ce qu'on faisait habituellement. Et il faut les appliquer non seulement vis-à-vis d'un patient qu'on sait être Covid, mais aussi vis-à-vis de tout patient ou toute personne en face de soi, parce qu'on sait qu'on peut très bien être infecté sans avoir de symptômes, donc ne pas savoir qu'on est contagieux et être à l'origine d'une transmission. Donc, les mesures de protection que vous connaissez, mais doivent être appliquées en fait en permanence et tout le temps. Et pour bien les appliquer, je pense qu'il est important d'avoir en tête, d'une part, d'où vient le virus. On sait qu'il vient des gouttelettes, des postillons qui sont émis par une personne qui est malade, mais il peut venir aussi des surfaces contaminées. Et d'autre part, comment le virus entre dans notre corps. Et ça, c'est important d'avoir en tête que les portes d'entrée du virus sont les muqueuses du visage, le nez, la bouche, les yeux, et que donc pour se protéger de ces infections, il faudra protéger le nez, la bouche, les yeux. En pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire porter un masque en permanence, que ce soit un personnel, un patient, un visiteur, tout le monde à l'hôpital doit porter un masque. Et un point qu'on oublie souvent, c'est de demander aux patients, lorsqu'ils sont dans leur chambre, de porter un masque quand un personnel entre dans la chambre. C'est une façon à la fois de les protéger eux et de protéger le personnel d'une éventuelle transmission. Et ça, encore une fois, que le patient soit connu, Covid ou non, puisqu'il peut quand même être à l'origine d'une transmission. Parfois, les patients ne peuvent pas porter de masque. On le voit notamment en gériatrie, où ils sont trop fatigués, trop malades pour porter un masque. À ce moment-là, si on est dans un soin rapproché, il faut penser à protéger les muqueuses oculaires, donc soit en se protégeant par des lunettes ou des visières. Et encore une fois, c'est notamment vrai en gériatrie. C'est quelque chose qu'on a un peu oublié, qu'on faisait lors de la première vague et qu'il est important de se remettre en tête. L'autre point, c'est d'éviter d'apporter le virus à son visage. On a vu que les ports d'entrée, c'était sur le visage. Et donc là, on touche ce qu'on appelle la désinfection des mains. Il faut se désinfecter très souvent les mains, non seulement quand on va avoir un contact avec un patient, avant et après, mais aussi très régulièrement dans la journée, et éviter de porter ses mains à son visage pour éviter, encore une fois, de transporter le virus à son visage. Dans la même idée, il faut éviter de porter des gants. Alors, il y a des indications très précises des gants, mais on voit parfois trop de personnes qui portent des gants en ayant l'impression qu'ils se protègent. En fait, les gants sont une fausse sécurité, on ne peut pas les désinfecter et lorsqu'on les porte, on peut contaminer son visage, l'environnement. Donc, il faut vraiment limiter leur utilisation aux seules indications qui sont finalement très rares. Pensez à bien désinfecter, nettoyer les surfaces, aérer les pièces dès que possible. Et puis, bien sûr, la mesure que tout le monde connaît, c'est de garder les distances dès lors qu'on ne peut pas porter un masque. On voit des personnels qui se protègent de façon très attentive lorsqu'ils sont au contact des patients, qui portent des masques, qui se désinfectent les mains. Et puis, lorsqu'ils sont vis-à-vis d'un collègue, lorsqu'ils vont prendre leur pause repas, leur déjeuner, pause cigarette, ils oublient que le collègue en face d'eux peut potentiellement être infecté et ils oublient de garder cette distance de 2 mètres. Donc là, on a tous un effort à faire sur ce point-là. Comment limiter sa propagation? Donc, ça commence par appliquer les mesures de protection non seulement à l'hôpital, mais aussi en dehors. Il faut aussi inciter ses proches à les respecter. Et je pense qu'en tant que personnel de santé, qui sommes confrontés tous les jours depuis maintenant 1 an à cette épidémie, à ces cas de Covid, on peut tous contribuer à informer, à montrer l'exemple autour de nous. Un autre élément important, c'est de se faire dépister dès qu'on a un doute, le moindre symptôme.
dès qu'on a été en contact avec un cas, il faut vraiment se dépister pour identifier les cas et à ce moment-là, s'isoler et éviter de transmettre le virus. Et puis, bien sûr, l'autre élément pour limiter la propagation, c'est la vaccination. La vaccination, on l'a largement dit, et ça doit contribuer à limiter la propagation de l'infection. Merci beaucoup, Sandra. Pour revenir sur dans les questions là, qui sont posées, donc Vincent et Xavier avaient évoqué le sujet de est-ce que le vaccin Pfizer est-il efficace, ce qu'on sait en tout cas, contre le variant de l'Angleterre, de l'Afrique du Sud et celui du Brésil. Il y a une question que je pose et Jean-Daniel est en ligne aussi, qui est doit-on se faire revacciner pour chaque variant? C'est un peu une question… Donc, je sais pas. Ce sera plutôt au futur. Devra-t-on se faire revacciner pour chaque variant? Puisque à l'heure actuelle, ce qu'il faut savoir, c'est que les vaccins qui sont disponibles utilisent la souche Wuhan du SARS-CoV-2. Et donc, la question de savoir si demain, il faut créer de nouveaux vaccins pour savoir s'il faut refaire des infections va dépendre vraiment des données plus précises qu'on aura sur l'efficacité de ces vaccins contre les variants. On a une efficacité pour l'instant qui est uniquement in vitro sur des souches qui ne sont pas directement des virus, mais des pseudovirus qu'on a modifiés. Il manque une analyse de toute une partie de la réponse immunitaire qui est la réponse cellulaire. Donc, il y a des inquiétudes potentielles à avoir, mais pour l'instant, il n'y a pas d'argument formel pour dire, y compris avec les variants brésiliens et les variants sud-africains qui semblent poser plus de problèmes, que les vaccins ne seraient pas efficaces. Donc, il faut attendre un petit peu, mais dans l'avenir, il est probable, mais on ne peut pas définir cet avenir, est-ce que c'est plusieurs mois, est-ce que c'est plusieurs années, qu'il faudra sans doute changer les antigènes qui sont dans les vaccins. Je partage ce que vient de dire Jean-Daniel. Si je peux ajouter quelque chose, puisque la plateforme qu'on a ici, justement, c'est avec des vrais virus isolés et du testing d'anticorps neutralisants. Effectivement, ce qu'on voit de manière claire et nette, c'est que le variant anglais n'est pas du tout affecté, enfin, ne change rien au titre de neutralisation pour le vaccin Pfizer. Et le variant sud-africain, sur les premières données qu'on a, on voit effectivement peut-être une réduction de titres. Et tout l'enjeu va être de savoir si en fait on passe à 0 ou alors on a simplement une réduction, puisque pour l'instant on n'a pas encore, et je pense que Jean-Daniel sera d'accord, les vrais corrélats de protection entre le titre d'anticorps neutralisant et la vraie protection. Donc si on a simplement des réductions de titres, mais pas des titres qui passent à 0, vous voyez, on peut se dire que le vaccin sera quand même partiellement actif. Donc on aura plus de data ici et d'ici une semaine pour pouvoir répondre à ces questions. Il est possible, par contre, dans le futur, que ce soit comme la grippe, puisque de toute façon, il faut bien avoir conscience qu'on va être obligé de se vacciner contre ce virus pendant plusieurs années pour s'en débarrasser à l'échelle mondiale. Donc, par contre, il est probable que peut-être le vaccin 2022 ne sera peut-être pas exactement le même que 2021 et 2023. Voilà, je pense qu'on va évoluer un peu comme ça. Ok, merci. Une question qui est intermédiaire, entre variants et vaccination. On nous a dit que jusque-là, on avait la preuve que le vaccin avait une efficacité à titre individuel, mais qu'on ne savait pas si le vaccin avait une efficacité sur la transmission du virus. Peut-être plus pour Jean-Daniel. Est-ce qu'on a des données scientifiques là-dessus? On commence on a des données scientifiques, il faut être clair, il n'y a pas de raison de penser qu'il n'y aura pas une efficacité sur la transmission. C'est-à-dire que ce que l'on cherche vraiment à dire, c'est que l'efficacité sur la maladie en elle-même est très forte. Et on voit avec, par exemple, les vaccins ARN, 95% d'efficacité et de gens qui ne développent pas la maladie Covid-19 s'ils ont été vaccinés. L'impact sur le fait qu'on va possiblement se contaminer et transmettre dans un second temps le virus est beaucoup moins important, mais bon, ce serait un peu compliqué à expliquer là. Il y a quand même probablement une efficacité, mais elle est sans doute beaucoup moins importante, d'où la nécessité de, même si on a été vacciné, continuer à respecter les gestes barrières et continuer à mettre un masque.
Merci pour cette réponse. Du coup, c'était aussi la réponse à une autre question qui était posée justement sur le fait que est-ce que quand on est vacciné, on peut lâcher son masque et les mesures barrières? Et la réponse est non, comme tu viens de l'expliquer. Dans les autres questions, une petite question spécifique, juste variant rapidement. Est-ce qu'on doit isoler différemment les patients atteints du variant ou plus longuement? Pour Sandra, peut-être. Sous contrôle de Vincent Calvez, à ce jour, on n'a pas de données qui laissent supposer que la durée de la contagiosité serait allongée chez les porteurs de nouveaux variants. Donc, les délais pour lever les précautions aujourd'hui sont les mêmes que ceux qui étaient préconisés pour les souches dites sauvages. Vincent, tu as un avis là-dessus? On a regardé ça sur plusieurs sites à l'AP. On n'a pas l'impression que la durée d'expression du virus soit plus longue. Voilà. Mais on continue à surveiller ça, mais pour l'instant, c'est ce qu'on pense aussi. Ok, et donc ça correspond à des questions qui sont posées via Facebook aussi sur est-ce qu'on change les durées d'isolement ou les conditions d'isolement pour ces patients-là. Une autre question, alors on a des questions plus ou moins, plus ou moins techniques. Pas mal de questions peut-être autour des modalités de la vaccination et des questions très pratico-pratiques, par exemple sur quelqu'un qui nous pose une question à propos des délais par rapport des vaccins, des personnes qui sont sous chimiothérapie. Donc, les personnes qui sont traitées en cours de traitement pour un cancer sont des personnes qui restent dans les listes prioritaires, comme elles le sont depuis maintenant 3 semaines. Le fait nouveau que l'on rencontre, c'est là temporairement la réduction d'approvisionnement des doses de vaccins ARN, et donc essentiellement du Pfizer pour ce qui nous concerne, qui fait que pour l'instant, on a un arrêt temporaire de la vaccination, mais ces personnes sont bien tout à fait éligibles et en tête de liste dans les personnes prioritaires et très prioritaires pour la vaccination. On va reprendre les questions sur la vaccination peut-être aussi. Oui, on peut reprendre cette question. Par ailleurs, les questions pas mal de questions sur les délais entre deux vaccinations, et je pense que celle-là, on a répondu. Une question sur combien de temps le vaccin protège-t-il? Parce que même si le vaccin, là, on vous a entendu parler entre vous et on devine que probablement déjà les vaccins seront peut-être différents entre 21 et 22. La question, c'est combien de temps le vaccin va protéger? Est-ce il faut une injection par an, par 18 mois? En gros, on n'a pas d'inquiétude sur la durée de protection des vaccins en eux-mêmes, c'est-à-dire d'un point de vue immunologique. La question va être plutôt celle qu'on a abordée, c'est celle des variants. Et si on doit être amené à revacciner les gens, ça va être plutôt justement du fait de l'émergence de ces variants. Donc, c'est très difficile de répondre à l'heure actuelle. Si les souches ne bougeaient pas, il n'y aurait pas de raison de penser une diminution à moyen terme, voire même à long terme, de l'efficacité vaccinale. Ok, je crois que donc la question sur les espaces entre deux injections, on a répondu. Les autres injections, pourquoi y a-t-il une telle hétérogénéité dans la vaccination des personnels de moins de 50 ans sont facteurs de risque au sein de la PHP et à quand la vaccination de tous les soignants? Eh bien, vous avez vu que effectivement, dans un premier temps, on a constaté une hétérogénéité qui progressivement s'est réduite au fil du temps. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'on a pensé qu'il était important de mettre en place la charte de la vaccination à la PHP dont on vous a parlé il y a 15 jours, qui permet effectivement
de rappeler les grands principes. Le premier étant que on mettait en œuvre à la PHP la vaccination en cohérence avec la stratégie vaccinale décidée au niveau national. Et puis donc, à quand la vaccination de tous les soignants? Eh bien, elle va être désormais possible avec l'arrivée du vaccin AstraZeneca. Évidemment, elle ne va pas être possible pour tous au tenter au même moment, puisqu'elle va dépendre de l'arrivée et de la vitesse à laquelle les doses d'AstraZeneca vont arriver, mais elle est dorénavant possible. Le vaccin qui n'empêche pas de se contaminer et donc de le contracter. Jean-Daniel, je ne sais pas si tu vois cette question. Oui, tout à fait. Ben, on y a répondu avant. Hein. C'était donc l'aspect d'une efficacité très importante sur la maladie en elle-même, mais une efficacité qui existe, mais qui est sans doute beaucoup moins importante sur le fait de transmettre, de pouvoir donc se contaminer, d'avoir un peu de virus qui persiste au niveau RL et qui peut être transmis. Donc, pas une efficacité à 100% ou à 95% à ce niveau-là, d'où la réponse aux différentes questions sur la persistance des gestes barrières et l'utilisation du masque. Alors, une question concernant la priorisation des personnels APHP en contact avec les patients. C'est une question qui est fréquemment évoquée dans le cadre des différents copiles vaccination. Ce qui sous-tendrait de faire ce type de priorisation, ça serait si on avait finalement la démonstration qu'en fonction des types de personnel en contact avec les patients, le risque était différent en fonction des types de personnel. Or, comme vous le savez, depuis plusieurs mois où on suit grâce aux données de l'EOH de Centrale et de Sandra Fournier et de Valérie Soury, on suit régulièrement les contaminations des personnels. On se rend compte que, en fait, il n'y a pas de lien direct entre les types de personnel en contact avec les patients et le risque de contamination, puisque pour ce que certains peuvent imaginer comme étant paradoxal, on a presque plus de personnel Covid positif alors qu'ils travaillent dans des unités dites non Covid. Et l'exemple typique est par exemple la gériatrie. Et à contrario, dans les personnels par exemple qui travaillent dans les unités réa de Covid, on a plutôt moins de contamination chez ces personnels. Alors, ce n'est pas illogique hein, parce que Sandra, et avec les chiffres, a bien montré que finalement, les personnels se contaminent parfois, mais très rarement, finalement, moins de 5% des cas au moment d'une interaction avec un patient et que quand on analyse les causes de contamination, finalement, on en retrouve deux grandes qui sont la sphère privée, d'une part, et puis l'autre sphère qui est une sphère certes hospitalière, certes à l'hôpital, mais professionnelle, mais qui est des moments qu'on a évoqués, hein, des moments de convivialité, ou au moment de la pause cigarette, de la pause café, de la pause déjeuner. Et donc, avec ces deux, l'absence de preuves finalement qu'il y a un surrisque est une des raisons pour lesquelles faire une priorisation en fonction des types de personnel qui travaillent à la paix n'est pas d'actualité. Et par ailleurs, j'ajouterais aussi que il y a des personnels soignants, des gens qui ne seraient potentiellement pas identifiés comme des personnels soignants et qui sont pourtant au contact permanent. Vous avez des brancardiers, vous avez des techniciens qui viennent intervenir dans des services cliniques. Donc, cette distinction et des critères de priorisation ne nous semblent pas souhaitables. Sur cette question qui revient souvent, on peut rajouter un dernier point. Il y a une autre manière de raisonner que font certains, qui est de considérer qu'il y a des personnels indispensables et d'autres qui ne le sont pas. L'expérience de la première vague, c'est plutôt que c'est quand tout le monde, administratif, technique, ouvrier,
soignants directs, travaillent ensemble, que l'hôpital fonctionne bien. Et tracer cette frontière serait assez hasardeux. Et je pense que je passe ma liste. En plus, alors là, on a appris, vous avez compris qu'on prend au fur et à mesure des questions qui arrivent en direct. Concernant si j'ai déjà eu la Covid, ai-je besoin de 2 injections? Donc là, Odile, dans sa présentation, vous a expliqué où en étaient les recommandations en vigueur. On attend une publication officielle. Et y aura-t-il un contrôle de la sérologie post-vaccinale? Je vais laisser peut-être Jean-Daniel. Non, puisque, comme l'a dit Vincent, pour l'instant, on n'a pas de corrélats de protection qui sont clairs et on ne sait pas si les gens qui sont infectés malgré les vaccins ont ou pas des anticorps. Donc, ça ne sert absolument à rien à l'heure actuelle. Voilà, et donc ça permet de répondre à une autre question qui était aussi arrivée cette fois-ci par le chat du Zoom. Est-ce que la valeur du titre est corrélée au risque de sévérité de l'infection en cas d'affection malgré tout? La réponse est non, puisque finalement, il n'y a pas de lien entre… c'est ce que vous appelez ce corrélat de protection. Oui. Exactement. En revanche, il y a un lien, pardon, il y a un lien entre le taux d'IgG anti-RBD et la présence ou pas d'anticorps neutralisants. Donc ça, il faut qu'on travaille tous dessus, parce que peut-être, je suis d'accord avec Jean-Daniel, pour l'instant, ça ne sert à rien de le faire comme ça. Peut-être que dans 6 mois, on dira peut-être des choses, on fera comme le vaccin de l'hépatite B, par exemple, vous voyez, on peut dire qu'à partir de tant d'unités, on est protégé. Voilà. Mais on est loin encore d'avoir ces chiffres. Voilà, on est en train d'essayer de standardiser ça entre les différents laboratoires. Il y a des grandes études en Europe faites par des grands consortiums qui s'appellent CEPI pour standardiser tout ça. Et comme le dit Vincent, la réponse qu'on vous donne aujourd'hui sera peut-être un petit peu différente dans 6 mois. Ok, ben je crois qu'on va peut-être s'arrêter là. On a répondu à pas mal de questions. On a eu pas mal de questions en live aussi, donc ce qui permet d'avoir une interactivité au moins vocale, à défaut d'être en présentiel. Je vais laisser le mot de conclusion à notre directeur général. Non, merci beaucoup. Ces webinaires sont normalement des webinaires vaccination. On a vu qu'en fait, il y avait pas mal de points communs aux 2 sujets, les variants d'un côté et la vaccination de l'autre, avec des interrogations. Tous les auditeurs peuvent considérer qu'ils ont l'information la plus actualisée et c'est l'intérêt d'avoir la possibilité d'organiser ces webinaires et je les remercie avec celles et ceux qui sont à la fois en clinique, dans les agences, dans les laboratoires, dans les groupes de recherche et qui permettent de vous donner une vision vraiment très actuelle avec les réponses et les questions qui continuent à se poser. Et vous avez vu également, et c'est l'intérêt de ce webinaire, d'avoir à la fois des questions un peu théoriques et des questions extrêmement pratiques, comment ce qui va m'arriver à moi dans mon service ou dans mon unité. Merci infiniment d'avoir pris du temps pour y assister et surtout pour y contribuer par vos interventions. Merci à tous. Au revoir, merci.